Le Conseil constitutionnel ivoirien, par la voix de sa présidente, la juge Chantal Nanaba Camara, a mis fin au débat autour de la présence ou non de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam à la présidentielle d'octobre 2025, mais non sans rappeler les bases légales qui fondent sa décision. Est-ce vrai? Vu la publication de la liste provisoire des déclarations de candidature par le Conseil constitutionnel le 29 août 2025, vu les réclamations et observations reçues par le Conseil constitutionnel du samedi 30 août 2025 au lundi 1er septembre 2025 à 18 h, oui, les rapporteurs, considérant qu'en application de l'article 52 du Code électoral, la Commission électorale indépendante a transmis le 29 août 2025 au Conseil constitutionnel 60 dossiers de candidatures émanant des personnalités surnommées. Que conformément à l'article 56 du Code, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats le même jour, considérant qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 56 du Code électoral, le Conseil constitutionnel procède au contrôle de l'éligibilité des candidats et à la vérification des parrainages des électeurs conformément aux dispositions du Code électoral. Qu'en application des termes combinés des alinéas 3 et 4 de ce texte, le Conseil établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité, puis arrête et publie la liste définitive des candidats. Brice Nzamba, quand vous êtes avec moi, j'aime commencer mon émission par des questions de droit. Ce n'est plus un débat partisan, hein, c'est juste pour la curiosité des uns et des autres, un débat intellectuel et juridique. On va dire, la présidente du Conseil constitutionnel ivoirien dit se fonder, du moins s'être fondée, sur, entre autres, sur l'article 56 alinéa 2 du Code électoral ivoirien, avant d'établir la liste définitive de ceux qui sont autorisés à compétir. Voici ce que dit l'alinéa 2 de l'article 56 du Code électoral ivoirien. Le Conseil constitutionnel établit la liste des candidats après vérification de leur éligibilité. Il arrête et publie la liste définitive des candidats 45 jours avant le premier tour du scrutin. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, vérifier l'éligibilité des candidats? Est-ce que ça veut dire tout simplement qu'il faut aller voir si leur nom figure sur la liste électorale telle que établie et transmise par la commission électorale? Ou bien est-ce qu'il faut aller jusqu'à interroger la régularité, voire la légalité de leur radiation de la liste électorale? Ici, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme ça a été indiqué dans l'article 56 alinéa 2, je crois, que vous venez de citer, c'est que le Conseil constitutionnel vérifie l'éligibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil constitutionnel vérifie si les conditions prévues dans le Code électoral sont remplies pour des personnes qui se portent candidats à l'élection présidentielle, puisqu'il y a des conditions qui sont prévues. Bien sûr. Voilà. Donc parmi ces conditions, la première condition, c'est qu'il faut être électeur. C'est-à-dire que la première qualité d'éligibilité d'une personne qui entend être candidate, la personne doit d'abord être électeur. C'est marqué dans le Code électoral. Bon. Alors, donc, ce qui veut dire que le Conseil constitutionnel vérifie si la personne est déjà électeur. Or, pour être électeur, le même code précise qu'il faut être inscrit dans la liste électorale. C'est ça. Bon. Donc, c'était un peu le serpent qui s'est mord la queue. Et donc là, moi, personnellement, quand j'ai entendu la décision qui a été rendue, je pense que le Conseil constitutionnel n'est pas allé au bout du raisonnement. Parce que le Conseil constitutionnel estime que lui, il vérifie l'éligibilité, mais il n'est pas juge du contentieux lié à la radiation d'inscription à la liste électorale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est un peu technique. C'est un peu extraordinaire. Pourquoi? Parce que pour être éligible, il faut être électeur. Oui. Bon. Et pour être électeur, il faut être inscrit à la liste électorale. C'est ça. Donc, ça veut dire que quand vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas éligible. Donc, puisque le Conseil constitutionnel doit vérifier
l'éligibilité, donc l'inscription à la liste électorale, Oui. je ne comprends pas pourquoi le Conseil constitutionnel ne peut pas vérifier les modalités pour lesquelles les personnes n'ont pas été inscrites Est-ce que dans ça la fait liste partie électorale. de ses prérogatives? Mais puisque Est-ce ça que- participe à l'éligibilité. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on s'inscrit à la liste électorale, on participe à l'éligibilité en fait. Et quand on est radié, on n'est plus éligible, d'après le code électoral. Mais puisque le Conseil constitutionnel doit vérifier les modalités d'éligibilité, donc y compris l'inscription à la liste électorale. C'est ça. Mais le Conseil constitutionnel refuse d'apprécier La radiation. parce qu'il considère que la radiation, donc l'irrégularité ou la régularité dans l'inscription à la liste électorale n'est pas de sa compétence. Et ce faisant, le Conseil constitutionnel refuse, à la vérité, de vérifier l'éligibilité. Voilà. Donc c'est La première conséquence c'est qu'on peut technique. tirer, le premier enseignement qu'on peut tirer de cette décision et de ce raisonnement juridique, c'est que peu importe les raisons pour lesquelles vous êtes radié d'une liste, Oui, le Conseil ça ne constitutionnel, regarde pas le Conseil constitutionnel ne se s'en mêle pas. prononcera jamais sur ce point. Donc, si Alors, pas une espèce de mécanique judiciaire, le ministère de la Justice demande à la commission électorale, ce citoyen-là, ne mettez pas son nom sur la liste électorale. Ah oui, le Conseil la République ne constitutionnel peut plus rien pour Non, vous. absolument. Le Conseil Ça- constitutionnel. C'est-à-dire que là, on est confronté à une forme de déni de droit. C'est-à-dire que... Ça, c'est vous qui prononcez. Oui, mais Moi, c'est pas... je n'ai pas pourquoi d'appréciation sur la question. Oui, mais pourquoi je le dis? Parce que le Conseil constitutionnel s'est dit vérifie l'éligibilité. Or, l'inscription à la liste électorale participe à l'éligibilité. Babo, qui vous préoccupe, c'est la candidature C'est tout ça. du président sortant qui... Vous savez, c'est tout ça. Parce que nous allons mener un combat là-dessus. D'accord. Voilà. Donc, vous m'avez posé la question de savoir ce qu'on ferait. C'est ça. Ce qu'on va faire maintenant, Oui. c'est d'empêcher un 4e mandat. Bon. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous battre pour que les droits de nos différents candidats soient respectés. Très bien. Parce qu'on ne peut pas aller à une élection avec quelqu'un qui n'a pas le droit d'être sur la liste et ceux qui ont droit sont écartés. On reviendra sur ce que Merci vous venez d'indiquer. Merci. Vous battre pour empêcher Bien sûr. un 4e mandat Bien sûr. du président sortant. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va en parler tout à l'heure. Très rapidement, j'imagine que vous partagez la même indignation que M. Logbo. Oui, mais j'ai des éléments à ajouter. Parce que, S'il vous plaît, très rapidement. Allez-y, très rapidement. je n'aurai pas les mêmes questions ou... Bon, ok, je vais aller très rapidement. Oui. Ce qui s'est passé hier, c'est dramatique pour notre pays. Des personnalités qui ont été placées à ce niveau de responsabilité sur la vie de la société se retrouvent à se transformer en des suppôts du pouvoir. Figurez-vous que Mme Camara n'a même pas eu le courage de prononcer le nom complet du président de la République. Elle a appelé Alassane Ouattara, juste par peur de prononcer son prénom Dramane, qu'il déteste et qu'il a interdit aux journalistes de prononcer en Côte d'Ivoire. Vous voyez là où nous en sommes? Elle n'a même pas Vous osé êtes dans dire la tout son nom. conjoncture. Non, mais c'est vrai, tous les Un procès candidats de- ont cité tout leur nom entier. Pour Un lui, procès elle a cité ça. d'intention. Ça fait d'un. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que elle se réfère au code électoral, elle cite des articles du code électoral pour exclure des candidats, mais dans le même code électoral, on dit qu'il fallait une RLE. Et donc, c'est parce que quelqu'un a violé l'article du même code électoral où elle convoque des articles au choix. C'est parce que ça n'a pas été respecté, la RLE 2025, que certains candidats n'y sont pas et on trouve ça comme argument pour les chasser. Monsieur Céa. Ensuite, pour ce qu'on va faire, Oui. Pour Mais ce qu'on va avant faire. que Oui. vous n'avanciez, parce qu'il faut clarifier les points au fur et à mesure Oui. qu'on les évoque. Vous avez des députés à l'Assemblée nationale. oui. Le PDCI, le parti PDC-RDA, vous auriez dû demander un amendement de cette disposition du code électoral, justement, qui veut qu'on révise la liste électorale chaque année. Ben non. Si vous voulez qu'elle soit révisée avant la présidentielle, il faut amender. Parce que là, on dit chaque année, ils ont jusqu'au 31 décembre pour réviser Non, la ils ont dit liste qu'ils électorale. n'organiseront pas. Les mêmes qui nous ont dit, oui, le président de la CEI s'est Non, déjà prononcé là-dessus. si on s'en tient strictement aux dispositions du code électoral en ce qui concerne la mais nous révision n'en de la sommes liste pas là. En électorale, 2025, il n'y a pas et il n'y aura pas de Là, nous sommes révision en de la liste septembre. électorale. Nous sommes en septembre. Oui, mais La présidentielle, c'est en la octobre. structure qui va l'organiser a dit clairement qu'elle n'en fera pas. D'accord. Non, moi je parlais des Ne vous questions de souvenez droit. pas des précédents débats. Les D'accord. précédents débats, Ok. ils ont utilisé ça comme un leurre pour Parfait. vous distraire. Là, Qu'est-ce que vous allez faire voilà. maintenant? Ce qu'on va faire, c'est que, en fait, et cela est clair, vous savez, les différends sous une dictature ne se règlent pas même au tribunal. Ce n'est pas au tribunal que ça se règle.
les différends face à une dictature se règlent par la rue et par un recours au peuple. D'accord. Et c'est ce que nous allons faire. C'est ce que vous allez faire. Vous êtes un homme heureux, je l'ai dit, vous n'avez pas de problème particulier, mais avant de venir à vous, Jean-Paul, vous êtes journaliste, analyste politique. Vous partagez l'indignation de vos compatriotes qui sont extrêmement déçus de la décision rendue ce 8 septembre par le Conseil constitutionnel de votre pays? Je ne partage pas l'indignation parce que je ne suis pas surpris de la décision du Conseil constitutionnel. Tout le monde savait. Vous attendiez à ça? Non, tout le monde savait en Côte d'Ivoire qu'il y a une chose qui est simple. Le fameux article 55 qu'on va chercher pour dire que tout Ivoirien, machin, qui a 35 ans peut être candidat à l'élection présidentielle. Mais on oublie aussi d'invoquer l'article 51 de cette même Constitution qui donne le choix de la création d'une loi organique pour créer les différentes modalités d'éligibilité. C'est ces différentes lois organiques et le code électoral et qui met en place ces différentes modalités d'éligibilité. Et là-dedans, il est clair que pour être éligible, il faut être électeur. C'est vrai. Voilà mais il n'a pas dit simple. le contraire. Le Conseil constitutionnel n'a pas dit le contraire. Mais justement, c'est ce que le Conseil constitutionnel... Donc, tout le monde savait que le fait que Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam, qui ne sont plus sur la liste électorale, n'allaient pas être éligibles au nom de cette simple conditionnalité. Donc, de cette simple donc, ce n'est pas une décision qui vous a surpris. Ça ne m'a pas surpris. Dire? Moi, je m'attendais à ça. Ça allait être ça. Je ne sais pas par quelle alchimie, Madame Chantal. Mais c'est très clair. Oui. Non, c'est suffisamment clair. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu, pour ma part, j'estime que le Conseil constitutionnel ou le juge a aussi vocation à participer à la cohésion nationale, la cohésion sociale. Est-ce qu'un juge, en prenant une telle décision qui écarte un certain nombre de personnalités, qui sont des personnalités fortes et marquantes de la vie publique ivoirienne, de la vie politique ivoirienne, est-ce que cela ne peut pas contribuer à rendre encore plus difficile la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire? C'est des interrogations qu'on va aborder dans la deuxième partie de notre émission. Mais avant, juste une dernière question de droit, avant qu'on ne passe à une autre thématique. Brice, j'ai lu dans la constitution de votre pays, dans le préambule, ce n'est pas contre quelqu'un, Salif connaît, c'est des questions intellectuelles juste qu'il faut soulever. Nous avons des frères dans les facultés de droit qui nous suivent et qui vont faire aussi la politique demain. La constitution de Côte d'Ivoire dit dans son préambule, le peuple de Côte d'Ivoire proclame son adhésion aux droits et libertés tels que définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Moi, ma question, qui est purement d'ordre intellectuel, c'est quand le juge constitutionnel, qui est le garant du respect de cette constitution, qui a constitutionnalisé ces instruments internationaux, a en face une situation où la Cour africaine des droits de l'homme, là on vient de parler, la Constitution dit, la Charte africaine des droits de l'homme de 81, nous l'approprions. Quand le juge constitutionnel est en face d'une situation où la Cour africaine des droits de l'homme dit, ce citoyen-là, remettez-le sur la liste électorale, qu'est-ce qu'il peut en faire abstraction? Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on signe un traité et que le traité est incorporé dans la Constitution, dans le préambule fait partie de la Constitution. C'est ça. Et le préambule, c'est qu'on appelle en droit constitutionnel, fait partie du bloc de constitutionnalité. Donc, c'est des éléments sur lesquels s'y réfère le Conseil constitutionnel pour prendre des décisions. Bon, si la charte ou le traité qui est incorporé dans le préambule autorise ou institue la Cour africaine des droits de l'homme, et que cette Cour ordonne, c'est une injonction en fait. Bien sûr. Alors la question qui se pose de droit, c'est cette injonction, est-ce qu'elle est impérative ou est-ce qu'elle est juste informative? Vous voyez? Parce que si la Cour a été consultée pour un avis sur la situation et que la Cour donne un avis, donc l'avis n'est pas contraignant. Vous voyez? Donc pour pouvoir répondre à votre question de façon efficace, il faut savoir la décision de la Cour. Est-ce
à la suite d'une requête qui a été faite, contentieuse, ou c'est juste un avis que la Cour a rendu. Si c'est un avis, le Conseil constitutionnel... Quel est votre avis sur la question? Alors, c'est un avis ou une décision? Alors, moi, je n'ai C'est vrai pas... qu'elle n'est pas contraignante, on est d'accord. Non, si c'est un avis... Elle est contraignante. Si C'est pas une si décision. c'est une décision, d'accord, Si c'est oui. une décision, elle est contraignante, puisque au niveau de la hiérarchie, de la structure des autorités, à partir du moment où vous signez un traité, c'est comme en France, il y a la Cour de justice de la communauté de l'Union européenne, ces décisions prévalent sur l'ordre interne, l'ordre juridique interne en France. Donc le Et juge en Afrique, c'est constitutionnel pareil. aurait dû sauver le cas Gbagbo Oui, sur la base en de tenant cette compte de cette décision décision. rendue par la Cour Absolument, africaine des droits de l'homme. absolument. Non, Richard. Non, vous reviendrez. Il prend juste la parole, on marque une pause et vous reviendrez sur cette question-là. Très rapidement, ça vous inspire quoi tout ça? Vous voyez vos deux compatriotes en face de vous qui sont très en colère compte tenu de la décision rendue. Et puis nous avons soulevé ici des questions de loi. Très rapidement, en quelques secondes, avant qu'on ne marque une pause. Ben moi, aujourd'hui, à écouter mes frères en face, M. Seya, M. Pascal, je comprends un peu la déception qu'ils peuvent avoir à l'annonce de la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel. Et vraiment, je suis un peu désolé pour eux, mais ça fait partie du jeu. Ah, totalement. Ça fait partie du jeu. Bien sûr. Donc, un parti au pouvoir, dans sa vision des choses, n'est pas là pour venir faire la part belle à l'opposition ou un truc. Donc, c'est des règles de combat, ça fait partie du jeu. Qu'on le plaise ou qu'on le pas, après, ça dépend de quel côté on se met. Bien sûr. Mais avant de commencer ça, comme je dis à monsieur Seya, qui dit dans ses propos que la seule alternative que nous pouvons prendre aujourd'hui, un pouvoir dictatorial ou mais c'est comme son opinion, il a c'est le son droit point de d'avoir vue son opinion, en tant oui. que truc, que c'est la rue qui va faire cette chose. Je voudrais lui dire que vraiment à l'heure où nous sommes, On va en parler dans la deuxième c'est des partie choses, des de notre propos qui sont assez graves, Oui. Et je pense que dans l'intérêt de nos pays, c'est de trouver quel est le socle commun qui nous permettra aujourd'hui d'avoir une base de données, une base de discussion sur laquelle, ensemble, nous pouvons essayer de voir, plus que pour ma part, en tant que sympathisant du RHDP, je pense que la solution à ces problèmes-là, c'est une solution politique et non une solution judiciaire. Ça nous fait une belle introduction pour la deuxième partie. Mais avant, on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire qui tient sa présidentielle le 25 octobre 2025. Salif Koné, vous indiquiez dans cette émission, en tout cas dans la première partie de notre émission, qu'il ne faut pas appeler les gens à descendre dans les rues, que ce n'est pas là le vrai combat politique. C'est ce que vous dites. Et ça me rappelle le cas Ibrahim Zigui. Je voudrais qu'on commence justement par le cas de cet Ivoirien qui est aujourd'hui à la MACA, donc à la prison civile d'Abidjan. Jean-Paul Oro, lorsque cet activiste ivoirien avait été arrêté, vous avez pondu une réflexion, je crois. Arrêté. Pardon? Il n'a pas été arrêté, il a été enlevé. Personne ne savait qu'il avait... Bon, vous avez une arrestation. Vous avez vos mots, j'ai les miens. Et donc, lorsqu'il avait été interpellé, vous aviez pondu une réflexion, c'était, je crois, on était le 6 septembre, où vous vous indigniez de ce qui lui est réservé, à la fois de ses conditions d'interpellation, mais aussi d'incarcération, etc. Et c'était si pertinent que Madame Gbagbo, la nouvelle, a pris un extrait de votre réflexion pour faire intercer, pour appeler, justement, attirer l'attention sur le sort qui est fait à Ibrahim. Qu'est-ce qui vous a indigné concrètement dans sa situation, puisque nous sommes aujourd'hui dans un contexte où les gens veulent déjà appeler, encore une fois, à descendre dans les rues? Ok, merci Richard d'avoir fait écho de cette publication que j'ai faite sur ma page Facebook. Bien sûr. Ici. D'abord, c'était un cri de conscience. C'était un cri de conscience lié aux conditions, je dirais, d'arrestation et de détention de ce jeune cyberactiviste qui avait été arrêté ou enlevé, c'est selon de celui dans la nuit du 1er au 2 septembre. Et surtout, 4 ou 5 jours après, par de fortes rumeurs à la MACA. Sa famille, comme ça, et son avocat apprennent qu'il est à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, qui s'appelle désormais le pôle pénal d'Abidjan. Je me dis, mais
Donc, dans ce pays, entre-temps, ce jour-là, ce samedi, personne n'a une seule information liée aux raisons, aux motifs de son arrestation. Des conditions. Je me dis, mais donc, dans ce pays, en Côte d'Ivoire, on peut arrêter n'importe qui et le mettre en prison. On ne sait pas pendant 4-5 jours il se trouve et quelques temps après il se retrouve. On annonce qu'il est à la Maca. C'est ce sentiment-là, c'est cette crise de conscience-là qui m'interpelle. Je dis non, ce n'est pas possible. Au moins, est-ce qu'on lui affuble je sais pas, une faute ou quoi que ce soit, qu'elle soit. Mais vous savez ce qu'il a fait avant. Et justement, dans les autres avant que le procureur nous donne son interpellation, il a appelé, estimant que le Conseil constitutionnel allait se prononcer le 10 septembre, il a demandé aux Ivoiriens qui soutiennent. Pour l'instant, officiellement, aucune autorité ivoirienne n'a dit les raisons pour lesquelles Ibrahim Zighi, jusqu'à en ce moment où on entend enregistrer cette émission, aucune autorité judiciaire ivoirienne n'a dit les raisons pour lesquelles ce jeune homme se retrouve à la Maca. En prison, pour l'instant. Sans mandat de dépôt. Bon. Et mon indignation, je la pose au sens où je dis, mais si lui, il arrive, lui qui a un demi-million d'abonnés sur son compte TikTok, qui est soutenu par un parti politique, qui a un frère qui est dans le showbiz, qui est très connu, si lui, il lui arrive d'être dans ces conditions, et puis les gens en parlent, et qu'est-ce qu'il en est des anonymes? En fait, c'est ça véritablement qui m'a poussé à poser ce cri de conscience. Il y a un problème, on a besoin du regard de l'homme de droit que vous êtes, mais c'est aussi un problème sociétal, c'est aussi un problème politique. Quand un individu, un citoyen, soit-il activiste ou pas, appelle des foules à descendre dans les rues ou bien à prendre d'assaut les maquis, se pose la question de qui va assurer la sécurité des gens. Moi, je me place du point de vue du procureur, et y compris même la personne qui appelle et à manifester. Si des éléments incontrôlables du RHTP veulent lui faire la peau, il faut bien que quelqu'un assure sa propre sécurité. Est-ce qu'on peut, de ce point de vue, comprendre l'action du procureur, mis à part qu'on ne lui a pas signifié ce qu'on lui reproche, mis à part ses conditions d'interpellation, mis à part les conditions dans lesquelles il est incarcéré aujourd'hui, est-ce qu'on peut partir du principe que lorsque vous appelez des foules à descendre dans les rues, doit se poser la question de qui va assurer leur sécurité et que de ce point de vue, le procureur a fait son boulot. Après, on va débattre des autres détails. Oui, alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que quand on appelle à manifester, il y a un cadre légal qui est prévu pour ça. C'est-à-dire qu'on doit demander l'autorisation à manifester auprès de la préfecture, et la préfecture, en ce moment-là, va vérifier les conditions de cette manifestation, notamment si elle autorise la manifestation, quelles sont les brigades policières qui vont s'occuper de la sécurité, quel est le cheminement de la manifestation, pour assurer la sécurité de cette manifestation. Il y a un cadre qui est prévu pour toute manifestation. Donc, une personne ne peut pas, chez elle, dans sa maison, fût-elle l'homme le plus populaire d'un pays, appeler les gens à descendre dans la rue. Ça, c'est illégal, déjà. Parce qu'on n'appelle pas aux gens, on ne dit pas aux gens, comme ça, de descendre dans la rue. On demande une autorisation. Si la préfecture refuse l'autorisation, on forme un recours devant le tribunal administratif contre ces refus pour dire que non, il n'y a pas de raison qu'on nous refuse ça. Bon. Après, il arrive qu'en politique, on peut, selon des circonstances graves, appeler les gens à descendre dans la rue. Spontanément. Ça peut arriver, politiquement. Bon, maintenant, sur son interpellation, moi, je pense qu'il n'y a aucune excuse sur le fait qu'on n'ait pas respecté ses droits. Voilà. Même si on peut lui reprocher d'avoir appelé à manifester une manifestation sauvage, on peut l'appeler comme ça. C'est ça. Voilà, mais ce n'est pas une raison pour lui priver de ses droits. C'est-à-dire que ce que le procureur aurait dû faire, c'est l'interpeller en bonne et due forme, le mettre en garde à vue, l'écouter en présence de son avocat, voilà, lui notifier ses droits, et puis suivre la procédure pénale telle qu'elle est en cours en Côte d'Ivoire. Donc moi, je pense qu'on peut reprocher à ces messieurs d'avoir
lancé un appel sauvage, mais on doit aussi reprocher au procureur d'avoir procédé comme il a procédé. Et moi, je dirais que le procureur, il est plus fautif parce que lui, il connaît la loi. Voilà, lui, il connaît plus la loi, il incarne les institutions, donc voilà. Absolument. Alors la question s'adresse d'autant plus à vous que vous aviez Non, dit... mais je ne suis pas d'accord en fait. D'accord. Parce qu'on ne Mais peut oui. pas dire que Ziggy a été arrêté, il a été interpellé. Non, il ne faut pas abuser des termes. S'il a été interpellé, ça veut dire que c'est la force publique qui décide de restreindre sa liberté. D'accord. Dans le cas de Ziggy, aucune autorité n'a reconnu. C'est juste des influenceurs d'IRAIDP qui ont rendu public qu'il aurait été interpellé. Après, Ça, ce n'est pas n'a normal, jamais revendiqué. effectivement. Aucune autorité n'a parlé. Donc, c'est un enlèvement. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a pris chez lui pour le mettre à la maca. C'est ça qui est la réalité de ce qui s'est passé. Mais aucun membre de sa famille n'est allé discuter avec lui. Les membres de sa famille ont fait le tour de la DST, ils ont fait le tour de la préfecture de police, ils ont fait le tour de toutes les autorités. Ils ont tous dit qu'ils ne savaient pas où se trouvaient. Donc on ne peut pas parler d'interpellation dans ce contexte, puisque la force publique ne reconnaît pas que c'est elle qui a restreint la liberté. Non, c'est une arrestation arbitraire. Voilà. C'est arbitraire. Bon, on ne sait même pas si c'est une arrestation. Mais comment vous savez que cette détention est On ne sans... sait même pas si c'est puisqu'il une est sans mandat de arrestation dépôt. arbitraire. On sait que c'est un policier qui met le grappin sur quelqu'un. Non. Une arrestation, Non, on ne sait pas. Une Aujourd'hui- arrestation arbitraire, c'est toute privation de liberté hors le cadre légal. C'est ça. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ses voisins qui l'ont ligoté pour l'amener à on ne la sait pas maca? qui l'a On ne fait. sait Non, pas aujourd'hui qui l'a fait, non, en fait. la On ne maca sait n'est pas ouverte Maintenant, à pour revenir à la n'importe marche. qui. C'est pas n'importe Les qui marches, qui les prend, marches oui. sont déclaratives. L'autorité publique peut l'interdire, mais ce n'est pas à elle qu'on demande l'autorisation. Si. Marcher est un droit. Non, on déclare qu'on va marcher. Non, Non, mais c'est un droit qui est encadré. Je pense que C'est un droit qui est encadré. Oui, c'est un droit qui est encadré parce qu'on fait une déclaration, Il finit, on annonce son il intention de marcher. On demande l'autorisation. Monsieur la CA, préfecture. Monsieur CA, Je suis désolé. j'entends que vous ne soyez pas content sur ce plateau, que vraiment vous êtes animé de vraiment Mais la avec marche est un droit fondamental. Bien sûr, Oui, mais c'est totalement. encadré. C'est encadré. Totalement, totalement. Un C'est même bouclier. constitutionnel. Dès lors que c'est c'est un un droit. droit fondamental, Mais tout droit est encadré, est soumis. monsieur. Tout est-ce droit. que vous êtes autorisé à respirer? Monsieur, C'est un droit non, fondamental non. de vivre. Mais non, C'est monsieur CA, la même monsieur CA, chose. Non, mais ça n'a rien à voir, Est-ce monsieur. qu'un Monsieur Richard, projet, Monsieur Richard. attendez s'il vous plaît, Oui. un projet de manifestation, quand on l'arrêtait, on était le 6. Et il a dit, le 10, on va descendre dans la rue. Il n'a pas été arrêté le 6, il a été arrêté entre le 1er et le... Entre le 1er. le 10 Donc le 1er septembre, il dit, on va marcher le 10. Ça veut dire que c'était un projet. Un projet. Non. Est-ce qu'il a reçu une autorisation qui Non, mais autorise je vous cette dis marche? qu'il n'y a pas Mais d'autorisation. Avant de dire ça, Attendez, il faut avoir obtenu au préalable s'il une vous plaît, autorisation. Une manifestation. Oui. Ici en France, Oui. on en a l'habitude, nous. C'est à 48 heures que tu as l'autorisation. C'est même pas D'accord. une autorisation. Vu comme ça, vu... C'est même pas une, pas une autorisation. C'est à Je dis que 48 c'est pas une heures. autorisation. Ça devient un projet dont on peut parler sur les réseaux Monsieur sociaux. Legout, avant que vous ne preniez, très rapidement, juste un détail. Si pendant une manifestation, des éléments s'en prennent à des édifices publics, qui en répond? Mais pour l'instant, ce n'était pas fait. Non. Donc on ne peut pas condamner. Et puis ce n'est même pas une condamnation. Le fait qu'ici, qui se D'accord. présente à nous, c'est que le frère Ziki a été enlevé de façon irrégulière. Et il n'est pas seul dans cette L'avocat l'a dit, situation. absolument, on est Et d'accord. il n'est pas seul dans Oui. cette situation. Dans la même période, on enlève aussi la députée suppléante de Michel Gbagbo. Dans les mêmes conditions. Et ce qui est malheureux, C'était un flagrant délit? bon, on ne sait pas. Ah, ok. Mais on ne sait même pas parce qu'on l'a recherché. on ne sait D'accord. pas. Vous C'est toujours... Moi, je voulais ajouter quelque chose. Il faudrait qu'on précise les choses dans ce débat. Oui. C'est vrai, L'exercice en du- France, ici, où nous sommes en train d'enregistrer cette émission-là, ici, les manifestations se font sous forme déclarative. C'est-à-dire qu'il faut... En Côte d'Ivoire aussi. Voilà, c'est déclaré. En Côte d'Ivoire aussi, c'est déclaratif. Autorisation. Non, s'il vous plaît, vous êtes en train de parler, je vous ai laissé parler. En Côte d'Ivoire, la loi sur les associations, les manifestations a évolué. Maintenant, c'est l'autorité préfectorale ministérielle qui autorise. Voilà pourquoi la marche du 2 que le PPACI, le Front commun devait organiser, a été reporté parce que le préfet d'Abidjan n'a pas accordé son autorisation. Donc voilà un fait. En Côte d'Ivoire, c'est pas la déclaration. Est-ce qu'on déclare, est-ce qu'on autorise Oui, un mais droit? non, mais Moi, il faut